Le suspense se poursuit en Guinée-Bissau. Les résultats de la présidentielle se font toujours attendre. La Cour suprême a de nouveau rejeté la médiation de la CEDEAO. Six mois que ça dure, la fermeture des frontières du Nigeria avec ses voisins impacte négativement sur les échanges économiques au sein de la CEDEAO. Les ministres de l'espace se sont réunis à Ouagadougou. Et puis, plus de 6000 ossements humains ont été déterrés au bord d'une rivière au Burundi. C'est l'œuvre de la commission Vérité et Réconciliation. Il s'agit des restes des victimes des divers conflits qu'a connus le pays. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Direction la Guinée-Bissau, où c'est toujours le suspense dans le pays. Les résultats de l'élection présidentielle de décembre dernier continuent de se faire attendre. La Cour suprême affirme que toute tentative de médiation est malvenue. La Cour suprême bissau-guinéenne a une nouvelle fois demandé à la commission électorale de procéder à la vérification du procès verbal global de la présidentielle de décembre dernier. La CEDEAO, pour calmer les tensions qui ont suivi la proclamation des résultats de la commission électorale, est intervenue. Et le bloc régional de l'Afrique de l'Ouest a commencé par envoyer une mission ministérielle à Bissau fin janvier, puis s'est prononcé sur cette affaire au dernier sommet de l'Union africaine. À Addis Abeba, en Éthiopie, les chefs d'État et de gouvernement ouest-africains ont invité la Cour suprême à finaliser ses travaux afin de permettre la normalisation politique et institutionnelle. Mais vendredi, la Cour suprême a fait comprendre qu'il ne lui appartenait pas à elle de finaliser quoi que ce soit, mais plutôt à la commission électorale. Dans son jugement, elle nomme explicitement la CEDEAO et s'insurge contre toute tentative de médiation, surtout politique. Et au Burkina Faso, c'est en novembre prochain que se tiendra l'élection présidentielle. Le mouvement patriotique pour le salut a proposé comme candidat à ce scrutin l'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida, qui vit donc au Canada depuis 2016. D'après la formation politique, il remplit bien les critères définis pour être le meilleur candidat. Le mouvement patriotique pour le salut a lancé un appel solennel à son président d'honneur, Yacouba Isaac Zida, pour qu'il se présente à l'élection présidentielle de 2020. La formation dit avoir lancé cet appel après avoir constaté qu'il remplissait bien les critères définis par le parti et qui en font le meilleur étendard. Au regard de la situation nationale qu'il qualifie de chaotique, le MPS est persuadé de ce que son président d'honneur est l'homme capable de sortir le pays de ce chaos et de lui redonner son lustre d'antan. Yacouba Isaac Zida, à l'époque lieutenant-colonel, s'était emparé du pouvoir le 1er novembre 2014, au lendemain de la chute de Blaise Compaoré. Après de fortes pressions des partis politiques, de la société civile et de la communauté internationale, il avait cédé le pouvoir au bout de 3 semaines à Michel Kafando, un diplomate à la retraite qu'il avait aussitôt nommé Premier ministre dans un gouvernement de transition. Après la fin de la période de transition politique, Isaac Zida avait rejoint sa famille au Canada en janvier 2016. Radié des effectifs des forces armées nationales pour désertion en temps de paix et insubordination par le président Roch-Marc Christian Kaboré le mois suivant, il pourrait être visé par une procédure devant le tribunal militaire. Et déjà 6 mois qu'ont été fermées les frontières terrestres du Nigeria avec ses voisins, en l'occurrence le Bénin. Les conséquences de cette situation sur les échanges économiques au sein de la CEDEAO sont négatives. Et dans le but de réfléchir à des voies de sortie de crise, les ministres de l'intégration et du commerce de l'espace se sont réunis à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il est ici question de faire des propositions de sortie de crise aux chefs d'État de la CEDEAO dans l'espoir que les frontières du Nigeria avec ses voisins soient rouvertes. Car outre les produits prohibés, la fermeture des frontières a une incidence sur les produits agréés par le schéma de libre-échange. Depuis 6 mois, des pays comme le Ghana, le Togo et la Côte d'Ivoire ont vu refuser l'accès de leurs produits au marché nigérien. Une situation qui impacte négativement sur le volume des échanges intercommunautaires, car plus de 80% des entreprises et produits agréés par schéma de libéralisation des échanges dans l'espace CEDEAO proviennent des États membres directement affectés.
Parmi les pistes de solution à cette crise, il est suggéré le déploiement de la carte nationale d'identité biométrique permettant de doter un grand nombre de citoyens d'un document de voyage simple à coût réduit, ce qui permettrait d'accroître une mobilité sécurisée et une réduction des tracasseries aux frontières et sur les axes routiers de la CEDEAO. Cela permettrait aussi de rassurer le Nigeria en ce qui concerne les problèmes de sécurité et de traite de personnes. Les conclusions des travaux de la rencontre de Ouagadougou ont été remises au président burkinabé chargé de les transmettre à ses pairs de la CEDEAO pour validation. 2 villages situés au nord du Nigeria ont été la cible de bandes criminelles. Les assaillants ont abattu 30 personnes dans 2 attaques. Ils sont aussi spécialisés dans le kidnapping en vue d'obtenir de la rançon. Les détails. Des dizaines de bandits à moto ont attaqué 2 villages dans l'est de Katsina, tirant sur les habitants et brûlant leurs maisons, a déclaré le porte-parole de la police locale. La plupart des personnes tuées sont des personnes âgées et des enfants incapables de fuir, a-t-il précisé. La police et l'armée se sont déployés dans la zone après l'attaque et un suspect a été arrêté. Les assaillants ont brûlé des maisons, du bétail et des denrées avant de prendre la fuite. Les villages de l'est de Katsina, d'où est originaire le président Muhammadu Buhari, sont fréquemment la cible de voleurs de bétail et de ravisseurs qui enlèvent des habitants en vue de rançon. Les bandes criminelles lancent leurs attaques à partir de bases situées dans une vaste forêt à cheval sur l'État de Katsina et plusieurs États voisins. Les habitants des régions concernées constituent des groupes d'autodéfense qui souvent alimentent encore la violence. Mardi, dans l'Est voisin de Kaduna, des hommes armés ont ainsi brûlé vives 21 personnes, dont 16 membres d'une même famille, dans une opération de représailles contre une attaque menée contre leur camp par des membres d'un groupe d'autodéfense. Et plus de 6000 ossements humains de tout type ont été déterrés sur le bord de la rivière Ruvubu. Nous sommes donc au Burundi. La Commission Vérité et Réconciliation du pays affirme avoir donc mené cette opération à la frontière entre la province de Gitega et celle de Karuzi. Il s'agit donc de victimes de divers conflits qu'a donc connu le pays. Plus de 140 000 personnes tuées ou portées disparues lors des différentes crises qui ont endeuillé le Burundi depuis son indépendance en 1962 ont déjà été identifiées. La Commission Vérité et Réconciliation, qui est en charge du travail, a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un chiffre provisoire. Il s'agit de personnes dont les noms et la provenance ont été identifiés à partir de la province, la commune, la colline ou le quartier. Ces informations ont été rendues publiques par le président de la commission lors de la présentation d'un rapport d'étape devant le Parlement réuni en congrès à Bujumbura. La commission Vérité et Réconciliation a déjà recensé à ce jour plus de 4000 fosses communes de différentes tailles à travers tout le pays. Entre 250 et 270 corps ont été déterrés au cours des 3 dernières semaines lors d'une opération fortement médiatisée à Kamenge, un quartier populaire de la périphérie nord-est de Bujumbura, où est né au début de la guerre civile en 1993 l'ex-rébellion du CNDD-FDD, aujourd'hui au pouvoir. La commission, à sa création en 2014, avait été mise en place pour établir la vérité sur les massacres interethniques ayant frappé le Burundi depuis son indépendance en 1962 jusqu'au 4 décembre 2008, date supposée de la fin de la violence armée dans le pays. Le président de la commission est l'ancien président de la commission électorale lors des élections controversées de 2010 à 2015. L'opposition et la société civile accusent donc la commission Vérité et Réconciliation d'être instrumentalisée par le pouvoir à l'approche des élections de mai 2020. Les violences et la répression qui ont accompagné la crise auraient fait au moins 1200 morts et déplacé plus de 400 000 personnes entre avril 2015 et mai 2017, selon les estimations de la Cour pénale internationale qui a ouvert une enquête.
Au Soudan, les populations se réjouissent de la décision des autorités, et les nouvelles d'ailleurs, de remettre Omar el-Béchir à la Cour pénale internationale. Les déplacés de l'immense camp de Kalma se disent soulagés. Le conflit dans la région du Darfour a fait plus de 300 000 morts. Chassé du pouvoir en avril 2019 à la suite d'un soulèvement populaire, l'ancien président du Soudan est accusé depuis 2009 par la CPI de génocide, de crimes de guerre et crimes contre l'humanité lors du conflit au Darfour. Alors qu'il était toujours parvenu jusque-là à se soustraire au mandat d'arrêt, les nouvelles autorités de transition ont annoncé vouloir remettre l'ex-président au tribunal de La Haye où il doit être jugé. Dans le rang des Soudanais, la décision réjouit plus d'un. La remise de Béchir est une victoire pour les victimes, une victoire pour tous les Soudanais et un avertissement à toute autre personne de ne pas commettre les mêmes actes. Nous nous sommes sentis soulagés à la chute de Béchir, mais maintenant nous nous sentirons encore mieux quand tout le monde se mettra d'accord pour remettre Béchir à la Cour pénale internationale. C'est notre principale demande. Le conflit a éclaté en 2003 lorsque des insurgés de minorités ethniques se soulèvent contre le régime de Khartoum aux mains de la majorité arabe, l'accusant de marginaliser le Darfour, vaste région recouvrant 5 États. Pour écraser la rébellion, le gouvernement de Béchir déploie alors une milice appelée les Janjaweed qui sera accusée par de nombreuses ONG d'épuration ethnique et de viol collectif. Depuis, des milliers de ces ex-miliciens ont été intégrés dans les rangs des forces de soutien rapide RSF, une force paramilitaire dirigée par Mohamed Daglo, désormais membre du Conseil souverain, organe formé de civils et de militaires chargé d'assurer la transition post-Béchir. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information que nous refermons cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.